Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse hebdo crypto. Moi, c'est Julien, je suis très content de vous retrouver. Et comme chaque lundi, on va analyser ensemble les marchés crypto-monnaies, voir ce qui s'est passé un petit peu dans la semaine. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, on commence toujours par l'analyse du Bitcoin contre le dollar américain. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de la semaine dernière, je disais qu'il était extrêmement important que le Bitcoin défende la zone du 26 000, sans quoi la figure de consolidation actuelle qu'on a identifiée serait remis en cause et donc notre scénario pour un déclenchement de bull run fin d'année, début d'année prochaine serait remis en cause. Il faudrait à ce moment-là tout simplement analyser de nouveau et voir ce qui pourrait se passer. Mais pour l'instant, le scénario il tient toujours. Alors, on voit ici qu'on a une bougie hebdomadaire un peu particulière, donc on va rentrer dans le détail. On va se mettre en journalier, puisqu'on voit en fait ici que le prix est monté assez haut quand même. On est remonté jusqu'à 28 000, même dépassé 28 000. On a redescendu jusqu'à 25 330 hein, et ensuite on a clôturé exactement dans la zone. Donc je vous rappelle que la semaine dernière j'ai parlé de doji, c'est-à-dire d'une bougie qui représente l'indécision du marché. Là on a une forme de doji, un doji qui aurait quasiment pu, qui avait clôturé plus bas, ça aurait pu être plutôt mauvais signe, on va dire, en termes d'analyse technique. On aurait pu avoir un Bitcoin qui descende beaucoup plus bas, en tout cas qui serait probablement redescendu sur son pivot précédent du 24 500. Donc ça n'a pas été le cas. Peut-être que ça arrivera cette semaine, hein, on ne sait jamais. Mais on va rentrer là dans le détail pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on voit qu'on a une bougie journalière haussière. Pour être précis, c'était le mardi 29 août, accompagnée de gros volumes également. Donc voilà, on a vraiment eu un mouvement important qui s'est passé. Donc pour l'instant, regardez pas ce qui s'est passé à droite. D'accord, on va regarder ça ici, comme ça, juste ici. Donc on avait eu un double bottom qui s'était mis en place. La zone avait bien été rachetée par les boules. Et ensuite, donc le 29 août, clôture du pivot qui avait été établi, un pivot temporaire aux alentours de 26 500. Et on est monté pardon, extrêmement haut. Donc ça, c'était super favorable. Alors la raison derrière ce mouvement-là, c'est tout simplement que Grayscale a gagné son procès contre la SEC. Alors je vais poser un tout petit peu le contexte. Grayscale est un fonds de gestion très important aux États-Unis et ça a été historiquement les premiers à demander un spot Bitcoin ETF auprès de la SEC et ça leur avait été refusé. Alors, pour rappeler quel est l'enjeu d'un spot ETF Bitcoin, c'est tout simplement imaginer, donc nous, petits particuliers, acheter du Bitcoin donc directement sur les exchanges, mettre votre Bitcoin à l'abri, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Je vous renvoie d'ailleurs si vous souhaitez savoir comment sécuriser vos crypto-monnaies, j'ai expliqué comment moi je faisais. Donc ça, c'est des choses qui peuvent très très bien se faire à notre échelle à nous, mais il faut bien penser que quand on est un fonds de gestion et qu'on a des milliards à investir, alors on n'investira pas nécessairement des milliards dans le Bitcoin, mais on souhaite exposer une partie de notre portfolio sur le Bitcoin, c'est plus complexe d'investir dans quelque chose en fait qui n'est pas encore réglementé. Donc l'avantage d'un ETF, c'est que les fonds de gestion vont pouvoir exposer finalement leur performance à celle du Bitcoin et à celle de la crypto-monnaie plus largement, sans avoir besoin d'acheter directement du Bitcoin, puisque ça se fait par l'intermédiaire donc de la Grayscale ou BlackRock ou Vanguard, donc voilà, la compagnie qui proposera l'ETF en question. Alors un ETF, dites-vous tout simplement, et pour faire très simple, c'est un tracker. Donc on achète un, un actif financier qui réplique la performance d'un autre actif. Donc ça peut être un ETF par exemple sur le marché de l'immobilier, ça peut être un ETF sur le SP500 qui est l'indice principal aux États-Unis, ou ça peut être un ETF sur le Bitcoin. Alors pour l'instant, il n'y a aucun spot ETF, donc spot aussi important de définir cette notion-là, ça veut dire que derrière la compagnie va vraiment posséder le Bitcoin en contrepartie. Ça veut dire que s'il y a un client qui achète un Bitcoin, Grayscale achète le Bitcoin pour ce client-là et on a donc des liquidités qui sont représentées en un pour un. Alors que si c'est pas un spot ETF, en fait, on pourrait regarder plutôt les réserves financières de la compagnie. Et si c'est équivalent au nombre de bitcoins détenus par ses clients, on est correct. Par contre, après, il peut y avoir des ajustements qui sont faits. Donc concrètement, on n'a pas vraiment un impact sur le prix du bitcoin. Alors que si c'est spot et qu'il y a des millions
des millions, voire des milliards qui sont investis sur la crypto-monnaie par le biais de cet ETF-là. Derrière, il y aura un vrai impact sur le prix du Bitcoin puisque autant de Bitcoin seront achetés par Grayscale et toutes les autres compagnies dont on parle en ce moment. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair à ce niveau-là. Donc concrètement, Grayscale avait été les premiers à demander un ETF Bitcoin, ça avait été refusé. Suite donc à tout ce qui s'est passé avec BlackRock et la course aux ETF, Grayscale a porté plainte auprès de la SEC et ils ont gagné en fait donc le mardi 29 août leur procès. Donc ça va être révisé et c'est ce qui explique que bah il y a eu vraiment un mouvement, on peut dire de FOMO quasiment. Donc il y a eu énormément d'investisseurs qui se sont dit bah c'est très très bon signe pour l'histoire de l'ETF. Et il y a eu donc un fort achat. Tout le marché d'ailleurs de la crypto-monnaie a monté, pas seulement le Bitcoin. Donc ça a été super intéressant. Par contre, comme vous voyez ici, ben, les 2 jours qui ont suivi, alors une petite correction le lendemain et 2 jours après, donc le jeudi, on a complètement avalé la hausse qu'il y avait eu sur le Bitcoin. On a fini à nouveau dans notre zone des 26 000. On est même allé chercher plus bas le lendemain. On a tenu ici les plus bas. Alors pour être précis, des 25 000, allez, 350 et on est remonté aussitôt. Et là, donc aujourd'hui, on est lundi, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, je commence sur la vidéo comme ça, on est lundi 4 septembre, eh bien, il semblerait que le Bitcoin veut descendre plus bas. Alors, est-ce qu'il va être racheté? Il faut toujours attendre la clôture de la bougie avant de prendre des positions ou tout simplement de tirer des réflexions. Voilà, donc voilà où on en est, tout simplement avec le Bitcoin. On redézoome parce que vous le savez, moi j'aime bien avoir une vision plus large du marché. Pour l'instant, on attend, on va voir ce qui se passe. Pour ceux qui investissent, eh ben, on est sur des bons points de rachat moyen terme, je dirais court moyen terme sur le Bitcoin. Pour ceux qui sont un peu joueurs, on peut laisser traîner des ordres aux alentours des 25, entre l'ancien pivot des 24 500 et des 25 000. Et puis, bah, si on corrige plus que ça, on peut s'attendre à ce moment-là à une correction plus prononcée du Bitcoin et un retardement du prochain cycle haussier. On verra ça, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Voilà, je voulais vous montrer également le numéraire qui a explosé, donc c'était hier. Alors aujourd'hui, il fait une correction de 20%, vous voyez, c'est énorme. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que, alors c'est pas hier, pardon, c'était avant-hier, on a eu une performance journalière quand même de 80% sur le numéraire et on a eu un pic quand même à 132% dans la journée. Alors le numéraire, c'est un projet qui touche à tout ce qui est IA. Donc IA et crypto-monnaie, alors c'est deux mots très tendance, deux mots-clés vraiment très populaires cette année. Donc c'est sûr que le cocktail des deux, ça peut amener des choses assez explosives. Donc c'est pas toute l'IA qui a explosé, c'est vraiment ce projet spécifiquement. Alors j'ai pas réussi à trouver pourquoi. Je sais pas si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serais curieux de faire quelques recherches là-dessus. Mais a priori, donc voilà, c'est quelque chose d'assez localisé sur ce projet-là. On a eu quand même un très très fort volume, hein, on voit par rapport au volume des semaines précédentes. Alors là, le prix est en train de corriger. À mon avis, on va avoir quelque chose de similaire à Bitcoin, c'est-à-dire qu'on risque probablement de redescendre aux alentours des 12-11 dollars. Donc moi, ce que je voulais illustrer par cet exemple-ci, c'est, encore une fois, j'en parle souvent, attention au FOMO. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Quand on a des gros mouvements comme ça, je vais rentrer en 4 heures exprès pour que vous viviez un petit peu plus intensément la chose. Quand on est là, en fait, imaginez-vous qu'on est sur quelque chose comme ça, avec un prix, alors là, qui a l'air tout écrasé, mais à ce moment-là, on a un prix, voilà, comme sur n'importe quelle crypto. Et là, boum, on a une grosse cassure accompagnée d'un gros volume de ce niveau-là. Et quand je parle de grosse cassure, je parle quand même d'une cassure de l'ordre de 23%. Donc à ce moment-là, je sais par expérience que ça peut être extrêmement tentant quand vous voyez ça, de rentrer sur l'actif en tant que tel, donc d'acheter du numéraire par exemple. Si vous l'avez fait directement, on voit que ça s'est accompagné d'un gain quand même important, à condition de ne pas avoir mis un stop trop court, parce qu'on a eu quand même une correction de 7%
avant de s'envoler complètement et reprendre un autre 46% sur le prix. D'accord? Et à ce moment-là, c'est là que le pic du FOMO intervient, c'est-à-dire que les gens disent, oh my God, ça va continuer de monter. Et là, boum, grosse bougie d'indécision. Et finalement, on remonte, on redescend et on se casse la gueule. Alors, est-ce que le prix va rebondir? Probablement, à mon avis, autour du 15, ce serait assez cohérent que le prix remonte, mais je suis pas convaincu qu'on fasse un nouvel ATH là à court terme sur le numéraire. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que attention au FOMO. Si vous rentrez sur des bougies comme ça, vous rentrez vraiment avec une analyse de trading. Donc, c'est important, un, de savoir ce que vous faites, deux, de bien contrôler vos émotions parce que ça peut aller très vite. Trois, d'avoir un bon money management, de ne pas faire all-in sur ce genre de bougie parce que vous prenez un risque considérable. Et, euh, et puis vraiment donc d'analyser et encadrer ce trade-là. Si vous êtes investisseur, moi je vous recommande de passer complètement à côté de ça, passer votre chemin parce que vous allez racheter sur un plus haut local court terme. Si à la limite ce genre de mouvement allume une petite lumière qui vous dit oh intéressant ce projet, je vois qu'il y a des acheteurs. Est-ce que c'est une baleine qui a acheté et qui a décalé le prix comme ça? Faites des recherches, analysez le projet et si vous décidez finalement d'en avoir en fond de portefeuille, attendez une correction un peu plus marquée pour commencer à en racheter. Moi, c'est exactement ce que j'avais fait sur le compound. Compound, alors on va se mettre quand même en weekly parce que là, ça commence à dater un petit peu. On avait eu une explosion du compound vraiment importante. Alors moi, initialement, sur les projets DeFi, j'avais choisi plutôt de m'exposer sur la V. C'est le compound finalement qui a explosé. Donc à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça pourrait être quand même intéressant d'avoir un peu plus que la V, parce que la V avait pas eu du tout la même performance. Et le compound est un projet que initialement je suivais. Donc j'ai décidé d'attendre une correction. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour commencer à racheter. Donc moi, j'ai un prix moyen autour des 50 dollars, il me semble. Donc, j'ai pas racheté à 85 dollars. Donc voilà, c'est ça. Faut faire attention. C'est un petit peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Et même à l'inverse, moi je vous dirais d'acheter plutôt des projets qui sont sur des plus bas, mais des projets qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, j'ai moi personnellement ouvert une petite ligne sur l'AVAX. Donc ça fait un moment que je voulais mettre du AVAX dans mon portefeuille. Et vous voyez ici qu'on est sur un plus bas historique. Donc là, je prends beaucoup de recul. La dernière fois qu'on a eu un plus bas comme ça, c'était quand même en juin 2021. Donc c'était il y a longtemps, c'était avant la fin même du dernier cycle haussier. On avait eu un double bottom sur ce bas-là, donc des 80, pardon, n'importe quoi, des 9, 9,50, allez, 9,30. On était remonté quand même très haut, on était remonté jusqu'à 150 dollars quasiment. Ensuite, bon, bah, il y a eu le bear market comme tout le monde. Rebond, bam, à nouveau, on est allé chercher ce prix-là. On n'est pas descendu tout à fait aussi bas. On est remonté sur la résistance pardon, hebdomadaire ici aux alentours des 21 dollars. Double top, correction. À nouveau, on va chercher ce prix-là. On remonte. Bam, à nouveau, on vient chercher ce prix-là. Donc, clairement, je vais tracer une zone. Maintenant, vous commencez à connaître ma stratégie. Hop, on va la tracer ensemble. Le rectangle. On va tracer une zone donc hebdomadaire, long terme. Ça ressemblerait à ça. Touc. On pourrait même aller chercher les petites bougies ici. Et puis là, ouais, on va la garder ici. Peut-être la descendre un petit peu. On va la descendre ici. Comme ça, on va avoir la mèche de cette bougie-là. Parfait. Donc là, on a une analyse, voilà, une analyse long terme, un support hebdomadaire important pour ce projet-là. Donc voilà, l'AVAX, c'est tout simplement, je ne l'ai pas dit, mais un compétiteur d'Ethereum. On est sur des blockchains qu'on appelle Layer 1, donc vraiment d'infrastructure. C'est un compétiteur du Solana. Donc personnellement, moi j'ai accumulé du Solana, j'ai du Cardano également, et j'ai décidé d'avoir également du AVAX parce que je trouve qu'avec Solana, c'est vraiment deux des plus gros compétiteurs d'Ethereum. Donc voilà, je pense que ça va être comme un peu dans chaque bull run, il y a un moment donné dans le narratif, on va avoir qui est le compétiteur d'Ethereum, qui est l'Ethereum killer, et on va avoir des liquidités qui seront investies sur ces projets-là. Donc racheter le AVAX à ces prix-là, bah, ça devient quand même très intéressant. Voilà, et par transparence, je vous dis un peu ce que je fais. Maintenant, je rappelle, et c'est important que cette chaîne-là n'est pas un conseil en investissement. J'ai pas
Euh, je n'ai pas la prétention de vous dire exactement ce qu'il faudrait faire. C'est vraiment mon analyse que je vous partage. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vos propres recherches, bien sûr, sur ce projet-là. Et puis de plus prendre du recul sur ce que je vous dis et comprendre un petit peu quelle est la démarche derrière, à quel moment on achète un projet. On est mieux, à mon avis, en tant qu'investisseur, d'acheter comme ça sur des zones de support historiques sur lesquelles on a souvent eu des rebonds du prix, versus justement faire du FOMO sur, je vais retrouver, sur du numéraire, et là, plutôt que d'acheter ici. D'accord? Donc là, on achète ce qu'on appelle un breakout. Ça peut être intéressant, ça peut être une autre stratégie, mais personnellement, en bear market, sur des projets que j'ai identifiés, que je connais, que je sais avec des bons fondamentaux, j'aime mieux racheter des plus bas. Voilà, on verra bien ce qui va se passer dans les semaines prochaines. Est-ce que le prix cassera ce niveau historique? Et si oui, à ce moment-là, on pourrait descendre, aller chercher les 7 dollars. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait all-in non plus, hein. J'ai ouvert une ligne et ensuite on regarde ce qui se passe. Si ça remonte, bah, tant mieux, j'aurais acheté le plus bas. Si ça casse, eh ben, j'aurai encore des liquidités pour investir et venir un petit peu renforcer ma position sur ce projet. Et voilà, bah, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. On va se remettre sur le Bitcoin. Donc, à surveiller, on est toujours sur une période charnière, comme je le disais en début d'épisode. Historiquement, il faut savoir également que le mois de septembre est un des mois les pires pour Bitcoin. Si vous regardez chaque mois de septembre des 10 dernières années, c'est le mois qui offre la moins bonne performance sur Bitcoin. Donc, est-ce que ce mois-ci fera exception? Eh ben, on pourra le dire dans une trentaine de jours. On va suivre ça de toute manière ensemble chaque lundi. Euh, pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire exception et on risque d'avoir un mois de correction. Donc moi, c'est vraiment un mois pendant lequel je vais augmenter mon DCA, bon, bah, dans la limite de mes finances, bien sûr. Mais je pense on est à un très bon moment puisque le bear market, bon, bah, à mon avis, on arrive vers la fin, on est plus dans une période de consolidation et c'est à mon avis un très bon mois, le mois de septembre, pour faire du DCA sur des projets comme ça qui nous intéressent. Donc voilà, je vous encourage à faire vos recherches et puis pour ceux qui regardent le train passer et qui souhaitent à un moment donné bah, commencer à s'exposer au marché des crypto-monnaies, bah, c'est un papier timing en ce moment pour entrer là-dessus. Voilà. Merci encore pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo. On se voit tous les lundis. Et puis laissez-moi des commentaires s'il y a des sujets plus précis que vous voulez que j'aborde. Ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao tout le monde.